C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la dissolution de l'Assemblée nationale au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye en a fait l'annonce ce soir à la télévision. Légalement, il pouvait le faire à partir de ce jeudi. Nous serons à Dakar dans ce journal. Cette disparition inquiétante en République démocratique du Congo, l'opposant Seth Kikuni, candidat à la présidentielle de décembre dernier, a été arrêté lundi dernier. Depuis, sa famille affirme qu'il est détenu au secret. Nous serons à Kinshasa dans cette édition. C'est fait, Bassirou Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale au Sénégal. Le président sénégalais en avait légalement le droit à partir de ce 12 septembre. Politiquement, c'était indispensable. Le président et son Premier ministre, Ousmane Sonko, n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale pour mener à bien les réformes promises à leurs électeurs lors de la présidentielle. Écoutez le président sénégalais. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. Et on retrouve tout de suite à Dakar Sarah Sako, notre correspondante. Sarah, bonsoir. Fin du suspense, l'Assemblée nationale est dissoute. Exactement, et les législatives anticipées convoquées donc pour le 17 novembre prochain. Alors dans ce discours de moins d'une dizaine de minutes, le président Bassirou Diomaye Faye a fustigé les blocages créés par l'opposition au sein de l'hémicycle. Il est revenu sur plusieurs épisodes où il y a eu bras de fer entre l'opposition qui est majoritaire à l'Assemblée. Il s'agit du parti des députés qui appartiennent au camp de l'ancien président Macky Sall et son pouvoir. Et il a évoqué également la menace d'une motion de censure brandie par l'opposition. Bref, il a eu des mots assez durs sur le comportement de l'opposition au sein de l'Assemblée. Il a parlé de culte du blocage orchestré par cette majorité et en gros a dit qu'ils allaient contre la volonté du peuple qu'il avait élu et qu'il mettait un frein à l'application du projet qu'il avait fait élire. Il a donc pris les Sénégalais à témoin ce soir pour justifier de cette dissolution. C'est donc une nouvelle séquence électorale qui s'ouvre ici au Sénégal avec pas mal de questions, à commencer par les modalités de ce scrutin. On le sait désormais, ce sera le 17 novembre prochain, mais par exemple, la loi prévoit également que les candidats à la députation disposent de 150 jours pour recueillir leur parrainage. Ce n'est donc pas adéquat avec cette date. Alors comment cela va-t-il être adapté? Tout ça, on le verra dans les prochains jours. De même, vont-ils bénéficier? Est-ce que Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko vont bénéficier du même enthousiasme qui les avait fait élire haut la main en mars dernier? Comment les forces politiques finalement vont se réorganiser dans le pays et comment l'opposition également va se mettre en ordre de bataille puisqu'ils s'attendaient évidemment à cette dissolution et qu'ils ont promis de s'organiser en conséquence, de ne pas se laisser faire et d'obtenir des sièges. Donc voilà un peu toutes les questions qui se posent ce soir et voilà une nouvelle séquence politique, je vous le disais. Merci beaucoup Sarah, et toutes ces questions on vous les posera au Journal de l'Afrique et sur France 24 plus globalement car on suivra avec beaucoup d'attention ces élections législatives au Sénégal. Merci Sarah. Les élections législatives qui se tiendront donc, vous l'avez entendu, le 17 novembre. Le président avait 90 jours pour les organiser, mais il a préféré fixer le scrutin à dans 2 mois. La conjoncture lui est favorable pour une majorité indispensable pour mener à bien ces réformes. Écoutez l'analyse de Mamadou Lamine Sarr, politologue. Il était notre invité tout à l'heure.
C'est ce discours-là que le camp présidentiel va faire entendre, c'est de dire aux Sénégalais, vous nous avez élus, mais pour mettre en place nos réformes, il faut qu'on ait une certaine majorité à l'Assemblée nationale pour faire des politiques en matière d'emploi, d'immigration, d'institutions également, donc dans pratiquement tous les domaines. Et je pense que cela, les Sénégalais, à mon avis, peuvent le comprendre. Et l'histoire politique du Sénégal montre que globalement, à la suite des élections présidentielles, les Sénégalais ont plutôt tendance, effectivement, à donner les moyens à la présidence, au président élu pour pouvoir mettre en place ces politiques. On vous parle ce soir de l'opposant congolais Seth Kikouni, candidat à la présidentielle de décembre dernier. Il a été arrêté ce lundi. Depuis, sa famille affirme qu'il est détenu au secret. Ses proches et l'opposition congolaise demandent sa libération. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. C'est en larmes que la femme de Seth Kikouni a pris la parole pour demander la libération de son mari. Elle se dit inquiète pour la santé de Seth Kikouni. Alors l'opposant a été arrêté il y a 10 jours à Kinshasa. Ses avocats affirment qu'il est détenu au niveau des services de renseignement congolais. Ni ses avocats ni sa famille n'ont pu lui rendre visite jusque-là. Alors les autorités n'ont pas encore communiqué les motifs de cette arrestation. Son parti politique, lui, dénonce un enlèvement. On ne sait pas pourquoi on l'a enlevé, parce qu'on ne peut pas parler de l'arrestation. Quand on parle de l'arrestation, c'est quand on passe dans les procédures normales. Mais ça, on parle de l'enlèvement. Quand même, Seth Kikouni, c'est un acteur politique de ces pays. On devrait partir dans des normes, qu'on puisse savoir qu'est-ce que Seth Kikouni a fait. Nous nous inquiétons, nous appelons encore la communauté internationale et la communauté nationale de s'élever et de regarder ce qui se passe au Congo. C'est la pire dictature, ce qui se passe au Congo, parce que la liberté d'expression n'arrive plus à être exprimé au Congo. Donc au Congo, si tu as la voix contraire de celle du gouvernement, tu es un arbre à abattre. Seth Kikouni est un acteur de la scène politique congolaise. Il s'est présenté 2 fois à l'élection présidentielle. En 2023, il avait fini par rallier Moïse Katumbi, l'un des principaux candidats de l'opposition. Alors avant son interpellation, Seth Kikouni avait remis en cause la version officielle de la tentative d'évasion de la prison de Makala et vivement critiqué les autorités. De son côté, l'opposition multiplie les réactions. Moïse Katumbi dénonce, je cite, un acte intolérable qui entraîne la RDC sur une pente dangereuse. La colère de l'opposition en Guinée qui crie à l'injustice politique alors que les autorités ont interdit tout mouvement de soutien et de manifestations sur la voie publique. Des milliers de partisans des militaires au pouvoir étaient mobilisés ce mercredi soir dans les rues de Conakry pour accueillir le président de la transition guinéenne de retour de Chine. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Ils étaient des milliers de partisans massés autour de l'aéroport jusqu'au palais de la présidence. Certains portaient des t-shirts à l'effigie du général Mamadi Doumbouya et d'autres des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Vive le CNRD, vive la candidature indépendante ». Tout cela encadré par des militaires lourdement armés. Le général Mamadi Doumbouya, sur le toit de sa voiture de commandement, arborant le drapeau guinéen autour du cou, était visiblement très satisfait. La Guinée le soutient, on le supporte. La jeunesse, toute la jeunesse de la Guinée le supporte. Mamadi Doumbouya aujourd'hui, avant, quand il est venu, et ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire, vraiment on le soutient pour ça. Vraiment, c'est à cause de ça que nous sommes là. Cette mobilisation intervient alors que les militaires au pouvoir ont eux-mêmes interdit toute manifestation de soutien dans le pays. Les opposants crient à une injustice politique. C'est de la discrimination politique et sociale. Tous qui sont dans l'esprit du CNRD peuvent manifester autant qu'ils veulent, mais tous qui sont contre la façon de gouverner le pays, la façon de conduire la transition, sont totalement interdits de manifestation. Et cela, c'est inacceptable dans ce pays. Depuis la chute du régime d'Alpha Condé, les manifestations politiques sont interdites dans le pays. Une décision que dénoncent plusieurs ONG, notamment Amnesty International, qui exige toujours des autorités guinéennes le rétablissement sans délai du droit à la liberté de réunion pacifique. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo ne briguera pas de nouveau mandat. Annonce faite ce jeudi à l'issue du Conseil des ministres. Mais la décision a été prise après un conseil de famille et un tête-à-tête avec son épouse. Les détails avec notre correspondante régionale Aminatou Diallo. Mon épouse m'a conseillé de ne pas me présenter. C'est donc parce que sa femme ne supporte pas qu'on l'insulte sur les réseaux sociaux ou encore en public qu'Umaro Sissoko Embalo a décidé de ne pas briguer un second mandat.
Mais qui donc pour le remplacer? Je ne serai pas remplacé par un bandit, a-t-il affirmé, en citant nommément ses principaux opposants. Domingos Simões Pereira, l'actuel leader du parti de l'opposition, le PAIGC, ou encore son ancien Premier ministre, Nuno Nabiam. Pour Embalo, le prochain chef de l'État devra être beaucoup plus sérieux qu'eux. Mais attention, Umaro Sissoko Embalo n'a peut-être pas dit son dernier mot. Dans les colonnes de Jeune Afrique, il nuance ses propos et affirme qu'il n'exclut pas de changer d'avis en cas de demande populaire. On en vient aux inondations massives à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Le bilan est d'au moins 30 morts, 400 000 déplacés. Des milliers de maisons ont été submergées mardi par la rapide montée des eaux provoquée par la rupture d'un barrage. Le gouverneur s'est déplacé pour distribuer des kits d'aide. Clarisse Fortuné. Des femmes désespérées, cherchant refuge dans l'un des camions de l'armée. Des milliers d'autres marchant dans les eaux de crue. Plus de 400 000 personnes ont dû quitter leur foyer. La ville de Maïdougouri est submergée par une montée soudaine des eaux ce week-end. Le barrage d'Alao sur la rivière Ngada a cédé après des semaines de fortes pluies. Au moins 30 personnes ont été tuées. C'est terrible, terrible. Je ne souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi. Quitter sa maison avec n'importe quoi, juste avec ses vêtements, ce n'est plus une chose pour laquelle il faut prier dans sa vie. L'aide en provenance des autorités locales est enfin là. Le gouverneur de Borno est accueilli par des acclamations. Nous sommes ici pour les soutenir, leur apporter une aide immédiate. Vous savez, les inondations les ont dévastés. Ils n'ont même pas accès à leur banque. Nous avons donc décidé de donner 10 000 naira à chaque chef de famille, homme ou femme. 5 € pour soulager les familles, et l'Agence nationale de gestion des urgences a annoncé qu'elle aussi commencera bientôt à distribuer de la nourriture. Mais l'ONG Save the Children a prévenu que les dégâts causés aux terres agricoles risquent d'aggraver l'insécurité alimentaire au Nigeria. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Fadil Bayat, merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait se faire. Et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.